Un président algérien aux abonnés absents. Abdelmadjid Tebboune, 75 ans, probablement contaminé par la Covid-19, est hospitalisé en Allemagne depuis un mois. Une absence prolongée qui rappelle les années Bouteflika, lorsqu'un président fantôme dirigeait le pays entre deux hospitalisations. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a affiché son soutien vendredi au nouveau président algérien. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Cette déclaration a provoqué l'indignation de l'opposition algérienne. Elle accuse Emmanuel Macron d'ingérence à un moment où une partie de l'Algérie n'est pas convaincue par le nouveau pouvoir en place. En février 2019, le mouvement citoyen du Irak avait réclamé un profond changement. 2 mois plus tard, l'inamovible Bouteflika quittait ses fonctions. Mais c'est un de ses anciens ministres qui a été élu, soulevant depuis la colère des militants du Irak. Nous sommes déterminés à continuer le Irak, la révolution pacifique, jusqu'à l'obtention de la souveraineté du peuple. Nous sommes là pour dire à la nouvelle mafia au pouvoir qu'ils vont tous devoir partir. Face aux protestations, le président Tebboune a proposé de réviser la Constitution pour garantir plus de liberté et moins de corruption. Le projet a été validé par référendum le 1er novembre, mais le scrutin a surtout été marqué par une abstention record, autour de 80%. Alors l'Algérie peut-elle réussir sa transition démocratique ? Entre un président absent, des arrestations de manifestants et de journalistes, le pays a-t-il vraiment rompu avec les pratiques du régime Bouteflika ? L'opposition, qui avance en ordre dispersé, peut-elle changer la donne ? 2 invités pour évoquer ce débat, ce sujet. Jean-Pierre Fillu, historien, professeur des universités à Sciences Po, bonsoir. Votre essai, dernier essai, Algérie, la nouvelle indépendance, est paru aux éditions du Seuil. Vous estimez, Jean-Pierre Fillu, que la révolte populaire ne fait que commencer, car ce sont toujours les militaires qui dirigent le pays. Quand ils pourront à nouveau manifester, les Algériens seront plus d'1 million, vraisemblablement, dans les rues. Et à côté de vous, Meriem Amelal, journaliste à France 24, spécialiste du Moyen-Orient, vous animez l'émission hebdomadaire Express Orient, donc sur France 24. Selon vous, l'Algérie traverse une période de marasme politique, économique, sanitaire, social qui n'a rien à envier à la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Le peuple se retrouve livré à lui-même et la crise sanitaire ne sert qu'à faire temporairement diversion. Le tableau est certes très sombre. Nadia, une question pour ouvrir le débat, sélectionnée parmi celles que nous avons reçues de nos internautes. Oui, j'ai choisi cette question de téléspectateurs. Peut-il y avoir à nouveau une révolution en Algérie après son essoufflement constaté ces derniers mois ? Jean-Pierre Fillu, les Algériens étaient des milliers à manifester il y a 1 an et demi quand des millions même à manifester quand ce Irak a commencé. Donc, entre-temps, le Covid est passé. Effectivement, la mobilisation affaiblie. Est-ce qu'elle va reprendre de plus belle quand ce sera à nouveau possible, ou est-ce qu'effectivement on entend des voix enterrer un peu vite ce Irak et dire c'est déjà fini ? C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a complètement désarçonné les observateurs traditionnels de l'Algérie, parce que c'est un mouvement totalement nouveau. Donc il faut accepter que ce qu'on voit n'est que le début de quelque chose de complètement nouveau. Ouais. Et donc pendant plus d'1 an, tous les vendredis, des millions de femmes et d'hommes dans des dizaines de villes. C'était des millions de personnes si on additionne, bien sûr, ouais. mais il y a eu des grands pics, et les pics correspondaient à chaque fois avec des dates phares du calendrier national algérien, et avec cette exigence populaire, massive, pacifique, disciplinée, d'une nouvelle indépendance. Et donc, plus d'1 an, ça prouve qu'il y a une capacité d'organisation, de discipline, de retenue, de civisme. Malgré les provocations de la police. Malgré les violences, malgré les arrestations, malgré la répression. Et donc, en fait, au moment du Covid, il y a eu, par sens de responsabilité, une suspension des manifestations avant même que le gouvernement et le régime, donc derrière le régime les militaires, ne se saisissent de cette opportunité pour dire allez, maintenant, la récréation est finie, plus personne manifeste. Mais donc du coup, on ne voit plus ce qui se passe. Mais je suis convaincu que au moment où les Algériennes et les Algériens pourront reprendre le chemin de la rue, ils le reprendront massivement et pacifiquement. Alors, un état des lieux avec un chiffre du jour pour démarrer, Claude. Oui, un chiffre du jour qui donne le sentiment d'un temps inutile. 602, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 2 avril 2019, le départ du président Bouteflika, ce président malade qui ne gouvernait plus, qui ne présidait plus, dont le pays ne voulait plus. Et aujourd'hui, on se retrouve, 602 jours après, avec un président
qui n'est pas là, qui est malade, qui est en Allemagne depuis la fin octobre, vraisemblablement atteint par le Covid-19. Myriam Amellal, est-ce qu'être algérien, c'est vivre un cauchemar sans fin ? Oui, on pourrait résumer ça comme ça. Moi, j'aimerais vous donner un autre chiffre. 243, c'est le nombre de jours passés en prison par notre confrère Khaled Rarni. Ça, c'est un chiffre aussi qu'il faut retenir. C'est aussi ça, l'Algérie. Journaliste, libre, opposant. Journaliste, correspondant de TV5 Monde, correspondant de Reporters sans frontières, qui est en prison depuis 243 jours. Ça aussi, c'est un chiffre à retenir. C'est le chiffre... Pour avoir exercé son métier. Il lui est reproché officiellement d'atteinte à l'unité nationale et d'incitation à attroupement non armé. Et évidemment, on lui reproche aussi de ne pas avoir eu de carte de presse alors qu'il avait effectué une interview du président Tebboune. Donc oui, ce que vous voulez dire, Myriam Amellal, c'est qu'au-delà de cette apparence de vacuité du pouvoir, il y a un pouvoir réel, fort et dictatorial. Il y a un pouvoir dictatorial, c'est incontestable. Le système, on a vu... Qui le tient, ce pouvoir dictatorial ? Les militaires, l'armée a toujours détenu le pouvoir en Algérie, a toujours un pouvoir puissant. Il y a aussi évidemment la présidence qui est là, on ne peut pas dire que la présidence n'a pas de pouvoir, mais l'armée qui est là depuis l'indépendance... A le pouvoir sur la présidence. A le pouvoir sur la présidence, a le pouvoir et a tenté de se maintenir, et a réussi d'ailleurs à se maintenir. C'est pour ça que le cauchemar interminable, je trouve que c'est un bon résumé, même s'il faut rester optimiste. Beaucoup d'Algériens qui manifestaient pendant le Hirak rappelaient que la guerre d'indépendance a duré 7 ans, qu'elle ne s'est pas faite en un jour et que ce mouvement de contestation ne se fera pas en un jour. Et d'autant que les manifestants connaissent le système militaire qui dirige le pays et savent très bien que ce n'est pas du jour au lendemain que ce système va démissionner, qu'il va laisser la place aux civils. Jean-Pierre Filiu, vous adhérez à cela, au-delà de la noria des présidents malades qui ne sont pas là, la permanence de l'armée, est ce qui caractérise l'Algérie ? Tout à fait. C'est l'indépendance qui a été la plus chèrement conquise de tout le monde arabe, guerre de libération de plus de 7 ans, et l'indépendance qui a été détournée le plus vite possible, dès l'été 1962, le plus rapidement. Et donc depuis, il y a cette exigence, c'est le slogan, 1962, indépendance du territoire, 2019, donc maintenant 2020, indépendance du peuple. Moi je dirais même que ça a été confisqué avant même l'indépendance, quand on voit les assassinats de Ben Ramdan qui primaient déjà la primauté du civil sur le militaire. Toutes ces personnes ont été assassinées bien avant l'indépendance, donc déjà ça se préparait. De ce point de vue-là, la nouvelle constitution qui a été adoptée par un vote le 1er novembre dernier, jour symbolique, le début de l'insurrection algérienne en 1954, est-ce qu'elle change quelque chose à la nature du pouvoir ? Déjà, elle ne répond pas aux exigences du Hirak. Le Hirak demandait que cette constitution qui a été modelée pour le président Bouteflika et à renforcer les pouvoirs présidentiels était censée justement retirer des pouvoirs au président et équilibrer un peu tout ça. Ce n'est pas le cas du tout. Mais en plus, il y a eu des choses supplémentaires qui ont été ajoutées à cette constitution, qui sont un peu étranges, qui ont été commentées notamment par les défenseurs des droits de l'homme. Par exemple, on a l'article 30, le 4e paragraphe, qui dit que l'armée a le droit d'intervenir dans des questions vitales et qui touchent l'intérêt du pays. Est-ce que l'armée, dire en dehors du territoire on peut l'interpréter sur le territoire national ou en dehors ? D'accord. Ce qui lui donne sans préciser ce que ça veut dire vital, mais ça laisse place à des interprétations que l'armée pourrait avoir un rôle politique, ce qui a été rejeté par le Hirak pendant 1 an. Donc cette constitution ne répond absolument pas aux exigences de la population qui est sortie dans la rue. Faites-nous écouter, Claude. Un monsieur qui s'appelle Mohamed Charfi, qui a 74 ans, ça arrive à plein de gens, qui a une longue carrière de dignitaire du régime. Il était ministre sous monsieur Bouteflika. Il est devenu le président de l'autorité nationale indépendante des élections et il se félicite de ce fameux référendum sur la nouvelle constitution. L'Algérie entre dans une nouvelle ère, avec une nouvelle constitution que le peuple a choisie, ce qui sera un élément essentiel pour la construction d'une Algérie qui se consacre à la démocratie socialiste ainsi qu'à la transparence dans la réalisation des volontés du peuple. Myriam Amellal, je vous vois sourire, mais en réalité c'est un sourire triste. Abstention officielle, 76%. Que valent ces paroles automatiques quand on les entend depuis la société algérienne ?
C'est un peu du... Je pense que les Algériens n'y prêtent même plus attention. Il y a eu 23% de participation officiellement. Officieusement, on parle de 7% de participation. Un référendum qui est tout de même validé. Les gens qui ne sortent pas dans la rue, qui n'ont pas été votés. Une campagne qui se tient alors qu'il y a une crise sanitaire. On interdit des manifestations, mais on permet la tenue de meetings. Un contexte quand même très contestable. Et je ne sais pas si c'est lui, si c'est ce monsieur qui avait déclaré pendant la campagne que ceux qui n'étaient pas d'accord n'avaient qu'à quitter l'Algérie, mais ça avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Les gens qui disaient « je ne savais pas que j'habitais chez ce monsieur ». Donc c'est dire, les gens prennent ça avec beaucoup d'humour, toujours. Hein, on connaît cet humour algérien, mais aussi peut-être de désespoir aussi, parce qu'une année de mouvement aussi fort, pacifique, vous l'avez dit, de détermination, de volonté, et l'espoir que ça change, et finalement on en revient au point de départ. Hein. On en revient au point de départ avec un président absent, malade, avec une armée toujours présente, un système toujours présent et surtout un peuple livré à lui-même, un peuple complètement abandonné, dont on ne s'occupe pas et des décisions, des réactions qui peuvent choquer. L'Algérie aujourd'hui vit une crise sanitaire terrible et le président va se faire soigner. Reprise de l'épidémie de Covid. Reprise de l'épidémie de Covid. Moi, je suis en contact avec des médecins qui me confient que pour avoir une place à l'hôpital, c'est avec du piston et on obtient une chaise, on n'obtient plus un lit ou un brancard. Et le président se fait soigner en Allemagne à l'étranger. Ça aussi, ça choque beaucoup. Bien sûr. Jean-Pierre Filieu ? Oui, effectivement. 76% d'abstention, c'est plus que ça ? Ce sont des chiffres trafiqués. Mais de toute façon, l'échec est absolu. Et la comédie ne tient plus. Le théâtre d'ombre que le régime essaie de projeter à l'extérieur, à l'intérieur, il a été invalidé de manière très calme, très sereine, par les Algériens eux-mêmes. Puis-je vous interrompre un instant ? Ce que vous qualifiez de théâtre d'ombre, et vous avez manifestement raison, a été validé aussi par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit à Jeune Afrique qu'il soutenait le président Tebboune, même s'il est en Allemagne. Ça a beaucoup fait réagir en Algérie. Pourquoi est-ce qu'un président français éprouve le besoin de soutenir un processus manifestement artificiel ? Je crois que là-dessus, un président a besoin d'un président. Et voilà, donc il y a une nécessité d'avoir un interlocuteur et une grande peur du vide. Mais si je peux revenir sur le théâtre d'ombre, pour qu'on soit quand même conscient de l'aspect extrêmement déroutant, c'est-à-dire qu'on a ces rites, dont on a vu que ce sont des rites d'un autre âge, qui ne signifient plus rien pour le peuple algérien, mais qui les accepte, qui n'est pas poussé à la violence ou à des réactions de désespoir. Et en même temps, ce que vous dites, les 600 et quelques jours, ça veut dire aussi que ce système est tout simplement incapable de se renouveler, biologiquement, intellectuellement, politiquement, sociologiquement. Il a épuisé toutes ses ressources. C'est un système de rente, c'est une gérontocratie qui arrive en fin de cycle biologique. Et on l'a vu avec cette succession de disparitions, y compris l'année dernière, Ahmed Gaïs Salah, le chef d'état-major, qui, à peine son grand œuvre accomplie, est mort et a été enterré. Qui a assuré le maintien du régime autour du départ de Bouteflika, qui a fait en sorte que, comme dans Lampedusa, les choses restent à l'identique. Voilà, qui a fait en sorte de dire que le Hirak n'aurait été qu'une opposition à Bouteflika. Et si on élimine Bouteflika et sa clique, alors on peut se revendiquer du Hirak béni, Hirak al-Mubarak, qui est un thème tout à fait central dans la propagande officielle. Myriam Mellal, que reste-t-il de ce mouvement ? Peut-il se construire, se forger en opposition, se structurer en opposition opérationnelle ? Je pense qu'il faut qu'il se renouvelle. Il a existé pendant un an. C'était un mouvement qui était très beau. On a vu de l'humour, de la détermination. On a vu aussi une union sacrée. Il y a eu des tentatives intergénérationnelles aussi, c'était pas que des jeunes. Il y a eu ce mouvement qui était exceptionnel. Maintenant, il faut qu'il se renouvelle et il faut qu'il puisse représenter une alternative politique aussi, parce que c'est ça aussi le problème. Pour en revenir rapidement à Emmanuel Macron, je suis tout à fait d'accord, c'est du pragmatisme. On a besoin de l'Algérie. Il ne faut pas oublier le contexte géopolitique dans le Sahel. On va en parler tout à l'heure. Mais juste avant, on va s'intéresser précisément à un des représentants du Hirak, un opposant qui sera jugé, je crois d'ailleurs, fin novembre, Karim Tabou, opposant bien connu par vous, évidemment, passé au rayon X par Thibault Nolte. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Karim Tabou, j'ai vos radios sous les yeux, c'est sanguin.
Vous êtes opposant algérien, figure majeure du Hirak, ce grand mouvement de protestation né en février 2019 pour empêcher la candidature d'un Bouteflika moribond à un 5e mandat présidentiel, puis entrer en guerre contre l'incompétence et l'incurie générale. On n'a pas besoin de mettre un comité d'experts pour rédiger la Constitution. Il suffit juste de ramasser tout ce qui a été écrit dans le Hirak, on a la Constitution. Vos critiques ont un effet urticant sur le pouvoir, lequel vous maltraite. Embastillé 9 mois, copieusement secoué, remis en liberté conditionnelle depuis juillet, vous risquez 10 ans de prison pour atteinte au moral de l'armée. À cause de mes vilaines paroles, l'armée se gave d'oursons en guimauve. Elle n'a plus goût à rien, ni aux arrestations arbitraires, ni au tabassage. J'ai honte. Pourtant, on vous dit dur et sans état d'âme. Issu d'une famille prolo, aîné d'une fratrie de 9, monté dans l'ascenseur social, souvent branlant en Algérie, licencié en sciences éco, militant plein d'espoir déçu du Front des Forces Socialistes, fondateur en 2013 de l'Union démocratique et sociale, UDS, un parti toujours pas agréé. Vous êtes depuis hier exécuteur de la politique algérienne de Macron, pleine d'aménité envers un pouvoir scélérat. Votre appui affiché pour le régime algérien, un des plus liberticides de la Méditerranée, dévoile votre mauvaise foi et votre hypocrisie politique. Mais vous savez aussi chanter des hymnes patriotiques à vos enfants, vous faire adouber des militants qui brandissent votre bobine sur leurs pancartes, et ne renoncez pas à moquer les séances d'hypnose de la télé nationale observées durant votre détention. Vous imaginez, 9 mois, vous allez suivre ce qui se passe en Algérie à travers la télévision nationale. Vous allez avoir l'impression que ça parle d'un autre pays, l'Algérie c'est mieux que la Suède. Mon cher Karim, comme on dit au pays du Rennes, skol. Merci Thibault Nol. Claude. Jean-Pierre Philu, jadis quand on regardait les dissidents du bloc de l'Est, on pensait les pauvres. Est-ce qu'un jour cet homme-là, Karim Tabou, sera considéré comme un lèche-Valéza algérien, un homme qui aura pris le pouvoir ? Je crois qu'effectivement, la comparaison avec la crise du bloc soviétique, au sens large, crise générationnelle, crise biologique, s'impose tout à fait. Mais je peux affirmer, sans crainte de me tromper, qu'on ne connaît pas encore le nom des futurs dirigeants de l'Algérie démocratique parce qu'ils ne sont pas encore apparus. Donc on est face à une grande inconnue et en même temps une grande espérance. Et vous disiez tout à l'heure, il est formidable. Il est formidable, mais ça ne veut pas dire que demain, parce qu'on voudrait... Vous le dites, lèche-Valéza, avoir. Donc, on voudrait trouver la personne qui correspondrait à ce type de processus. Le processus algérien sera totalement nouveau. Et pourquoi pas une femme ? Est-ce qu'il y a des noms de femmes qui circulent aussi aujourd'hui ? Mais justement, aujourd'hui, la question des noms, elle vous amène à la casse-prison. Ouais. Donc, les dirigeants ne doivent pas s'afficher, les dirigeantes ne doivent pas se mettre en avant. Mais j'insiste sur le fait que, c'est le grand slogan algérien, un seul héros, le peuple. Mais c'est la réalité. Parce que c'est là qu'il y a toutes les énergies, toutes les compétences, tout le dévouement, toute la capacité à servir le pays que justement le régime est en train de s'aborder. Alors, on a évoqué les jeunes, on va évoquer les personnes âgées, les retraités, et une situation absolument tragique. Oui, et la presse et les réseaux sociaux s'en font particulièrement l'écho. Ils sont plus de 3 millions à percevoir une pension de retraite et presque autant à avoir du mal à récupérer cet argent. Tout l'été, on a vu des scènes absolument sidérantes de septuagénaires, on va les voir là, de septuagénaires, d'octogénaires, s'agglutiner et même se ruer vers les bureaux de poste pour espérer pouvoir percevoir leur allocation de retraite. Ça, c'était à la fin du mois d'août. Il y a également 2 images qui sont très éloquentes, celle d'un vieux monsieur qui n'a pas hésité à escalader, on voit là encore les grilles d'un bureau de poste et dans la ville de Tiaret après des jours de retard de versement. Vous parliez de l'humour algérien, il a été surnommé Batman sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus tragique, là c'était à Tlemcen. Un retraité a été roué de coups par la police. Il manifestait sa colère, encore une fois, contre le retard accumulé du versement de sa pension. Alors, le gouvernement a expliqué que ces retards-là, qui étaient très nombreux, étaient dus à la crise sanitaire et au manque d'effectifs. Mais d'après les associations, c'est tout simplement dû à un problème de trésorerie. On n'a pas les liquidités pour payer ces hommes et ces femmes. Et cette situation, elle est jugée d'autant plus scandaleuse et injuste que d'autres retraités, eux, sont encore bien choyés par le gouvernement. Il y a un mois, il y a des citoyens et des universitaires qui ont lancé une pétition qui appelle à annuler le régime spécial de retraite
dont bénéficient des cadres supérieurs de l'État et de l'armée. Et là, pour le coup, eux, leur pension, elle tombe bien, elle arrive bien sur leur compte. Myriam Amellal, on peut ajouter à ça le chômage, la dégradation du pouvoir d'achat, des conditions de vie. Il y a une bombe sociale qui risque d'exploser quand on voit ces images-là qui sont tout simplement écœurantes, quand on voit ces vieilles personnes comme ça dans cette situation. Absolument. Et il n'y a pas que les personnes âgées, il y a eu aussi des jeunes qui ne pouvaient pas percevoir leur salaire, des médecins d'ailleurs, qui travaillent durement dans les hôpitaux, qui ne pouvaient pas percevoir leur salaire et qui ont du mal à joindre les deux bouts. La situation économique est désastreuse et ça on le sait depuis le début du Hirak. D'ailleurs c'était déjà le cas, ça commençait déjà. Là, la crise sanitaire a un petit peu figé les choses, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais la crise... un manque absolu de transparence. On ne dit pas où en est la rente pétrolière. Absolument pas. Il n'y a plus de réserve. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'était le cas il y a quelques années à l'époque Bouteflika parce que le prix du baril était très élevé. Mais depuis la chute du prix du baril, il n'y a plus d'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Jean-Pierre Filiu, vous décrivez tous les deux une situation apocalyptique tant sur le plan politique, économique que social. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur le Maghreb et sur le Sahel ? Incidence géopolitique. Non, mais elle n'est pas apocalyptique. Elle est bloquée parce que le régime est bloqué. Et demain, elle peut se débloquer si ce régime accepte de tendre la main à sa population. Et si ce régime, conjugué à l'armée, n'accepte pas de tendre la main, que peut-il se passer ? Que risque-t-il de se passer ? Avec quelles conséquences géopolitiques ? Alors, en fait, l'Algérie, c'est une de ses grandes chances, et peut-être même la seule qu'on peut lui reconnaître de manière objective, étant assis, malgré tout encore sur les ressources d'hydrocarbures, pourrait mener sa transition sans ingérence étrangère. Donc on ne serait pas du tout dans les cas qu'on a souvent... Nous ne sommes pas encore au Venezuela. Cette rente-là n'a pas été dilapidée. Bon, je pensais plutôt à la Libye qui a beaucoup impressionné dans l'Algérie voisine. Et je crois qu'effectivement, on peut aller raisonnablement vers une sortie de crise algéro-algérienne. C'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important pour la stabilité régionale. Mais pour ça, une fois encore, il faut que le régime accepte de tendre la main de manière authentique. Myriam Amellal, vous parlez tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a une peur de voir le régime et l'Algérie s'effondrer ? Bien sûr. Et l'Algérie a une place stratégique. Il y a 700 km de frontières avec la Libye. Il y a autant de frontières de kilomètres de frontières avec le Sahel. La situation au Sahel est désastreuse. Je vous rappelle qu'il y a eu une élection au Burkina Faso dimanche et que la moitié du pays n'a pas pu voter à cause du terrorisme. Il y a une guerre contre le djihadisme. Il y a une guerre contre le djihadisme. On a besoin aussi de l'armée algérienne. Avant même Emmanuel Macron, François Hollande avait tenté de convaincre l'Algérie de contribuer à cette lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Sauf que l'Algérie n'intervenait pas jusque-là en dehors de ses frontières, mais la nouvelle constitution qui a été votée permet à l'Algérie d'intervenir en dehors de ses frontières. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'Emmanuel Macron soutient le président algérien. Allez savoir. Merci en tout cas à tous les deux.